Yo, on est live sur le K-Sui Show. Aujourd'hui, on a un nouveau guest spécial, Sean Seal de Upside Strength. Merci d'être là, mon gars. Comment tu vas? Merci à toi, Kevin. C'est un plaisir de finalement pouvoir se voir. On avait prévu de faire ça en mars, juste avant que tout s'arrête. Et donc là, finalement, on a l'occasion de faire ça en personne. Ça me fait plaisir d'être sur ton podcast aujourd'hui. Merci, exactement. Ça fait un moment qu'on a envie de faire ce podcast, mais life happened. Voilà, exactement, toute la situation avec le Covid. Et je tenais à qu'on fasse ce podcast en face à face. Donc pour les auditeurs, c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais j'ai l'impression qu'on se connaît déjà depuis un long moment avec tous les échanges qu'on a pu avoir. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir de t'avoir ici. Voilà, je tenais à t'avoir absolument sur le podcast parce que ça fait un moment maintenant que je fais les podcasts, quelques mois, et tu as ton podcast que j'apprécie énormément. Et merci. Je tiens vraiment à voir les gens qui m'inspirent et qui peuvent apporter de la valeur aux auditeurs du K-Sui Show. Et je pense que tu es une de ces personnes, justement. Et un des rares coachs, aussi, avec qui je m'entends dans la communauté francophone, je dirais. Donc, c'est pour ça que je voulais te présenter également aux auditeurs du K-Sui Show. Donc, petite introduction sur toi-même. Tu vas t'introduire encore une fois. Je vais présenter ce que moi, je sais de toi. Donc, Sean, t'as grandi ici au canton de Vaud, c'est ça? C'est ça, à Nyon. Et t'es parti vivre au Canada pendant plusieurs années, là-bas où tu t'es formé, où tu as appris tout ce que tu sais sur la préparation physique, sur le monde du fitness. Et tu es revenu il y a une année et quelques, c'est ça? 1 an et demi, c'est ça. Voilà, il y a 1 an et demi, tu entraînes des clients en ligne, tu as des clients en face à face et tu es préparateur également d'une équipe de rugby amateur à Nyon, c'est ça? C'est ça. Donc, un gros parcours quand même, hein. Ça fait plein de choses à dire. Est-ce que tu pourrais approfondir un petit peu pour nos auditeurs? Ouais, je pars d'où? Par d'où? Alors, j'ai envie de tout savoir. Ton parcours d'ici, comment c'est que tu es parti aux États-Unis? Est-ce que tu as des racines canadiennes, pardon? Alors, je pars du début. Du début. Il n'y a pas de temps limite, c'est bon? Mon gars, on en a tout le temps du monde. Ok, super, parfait. Alors, bah écoute, comme tu as dit, j'ai grandi canton de Vaud, à Nyon. Mon père était irlandais d'origine. Il a rencontré ma mère à Genève, dans la vieille ville. Il était musicien, un musicien irlandais, et il jouait, il faisait de la musique dans un bar. Et ma mère l'a rencontré là-bas. Donc, moi, je suis né à Chêne-Bougerie, donc c'est à Genève, ça? Ah, c'est à Genève. T'es un Genevois, en fait. T'es un Genevois. je ne répondrai pas à ces allégations. Mais donc, j'ai grandi sur Nyon. J'ai toujours été à Nyon. J'ai fait mon gymnase, après j'ai fait mon service long avec l'armée. J'étais dans les troupes de sauvetage à Wangen, côté suisse-allemand. J'ai gradé un petit peu, j'ai fait sergent-major-chef. Un temps que j'ai vraiment apprécié dans l'armée, ça m'a appris beaucoup de choses, surtout sur moi-même, sur l'organisation, sur tenir un agenda, sur avoir des priorités, des tâches à accomplir, etc. De ce côté-là, ça m'a beaucoup apporté. Je pense que j'ai beaucoup apprécié aussi d'être dans le côté sauvetage plus que le côté guéguerre. Parce que je pense que j'en aurais pas retiré autant dans, disons, l'infanterie, même si, voilà, j'ai rien contre les gens qui évoluent dans ces filières-là, on va dire, mais j'ai apprécié être dans le côté, voilà, on est les soutiens aux sauveteurs, on est les soutiens aux pompiers aussi dans les grandes situations. Donc ça, c'est un environnement qui est assez positif de ce côté-là, donc j'ai apprécié. Après l'armée, j'en avais marre d'être en Suisse, donc j'ai pris mon petit sac à dos, je suis parti 6 mois en Australie. J'ai fait tout seul, pendant les 4 premiers mois, j'avais même pas de téléphone, j'avais pas d'ordinateur, j'avais rien, c'était vraiment juste moi et mon sac. Ça m'a beaucoup fait grandir, je pense, personnellement, de passer tout ce temps tout seul et de voir une culture qui est quand même très très différente, même si je parlais anglais à la base. T'avais quel âge à ce moment-là, excuse-moi? Ouais, j'avais, après l'armée, j'avais quoi, 19, 20 peut-être, 20, 21. Ouais, c'est en général, c'est cet âge-là. Et puis, je me disais, je connais l'anglais, donc c'est bon, ce sera comme aller en Irlande à côté, etc. Mais du coup, c'est une culture qui est complètement différente, avec des mots qui n'existent pas ici, des habitudes qui sont complètement différentes. C'était fascinant de ce côté-là. J'ai rencontré quelques personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui en Australie. Donc c'était un chouette parcours. Je suis revenu en Suisse, c'était, il me semble, début de l'été, c'était en mai, quelque chose comme ça. Et après 1 semaine en Suisse, j'ai réalisé que je voulais toujours pas être ici. La jeunesse, hein. Et donc, j'ai bossé un peu pendant 2-3 mois cet été-là. Je suis parti au Canada. J'ai très très vite rencontré une amie qui était à l'université là-bas, qui m'a emmené voir un match de rugby. Je jouais au rugby à Nyon avant de partir. J'avais fait aussi quelques sélections en équipe suisse junior, moins de 20, moins de 21. Et donc, j'ai trouvé un club là-bas tout de suite qui s'appelle le Burnaby Lake Rugby Club.
Je suis allé m'entraîner quasiment tout de suite après être arrivé. Et 2 semaines après être arrivé, il y avait une grande fête qu'ils appellent Ladies Night. Donc je te laisse imaginer un petit peu le décor avec le club de rugby, etc. Et, en gros, une très très grosse bringue. Et c'est ce soir-là que j'ai rencontré ma femme, ou ma future femme à ce moment-là. Okay. J'ai passé pas mal de temps avec elle pendant les 3 mois où j'étais au Canada, où j'avais prévu de voyager un petit peu et tout. Mais finalement, je suis resté à Vancouver même. Et je suis rentré ici, je suis reparti pour rester là-bas. Et j'ai fait une école de tuyauterie, parce que j'avais fait de la tuyauterie ici sur Genève, sur Canton de Vaud aussi, avant de partir. Je n'étais pas formé nécessairement, mais j'avais pris le métier et ça me plaisait bien. Et donc j'avais commencé une école là-bas pour faire, c'était le pre-apprenticeship course, donc c'était avant même l'apprentissage, donc je recommençais vraiment de zéro. En sortant de ce cours-là, j'avais bien réussi, je pensais aller travailler en Alberta, là où il y avait le pétrole, il y a pas mal d'argent, etc. Je suis allé en Alberta avec Lynn, ma femme. On a cherché. On est allé partout. On est allé à Calgary, on est allé à Edmonton. J'avais fait une liste de toutes les boîtes qui pourraient potentiellement m'engager. Et ils m'ont tous dit, avec votre CV, on vous engage aujourd'hui. Mais malheureusement, pour engager quelqu'un qui vient de l'étranger, qui n'a pas de permis de travail, c'est très compliqué. Il faut traverser de grandes procédures administratives. Je connais par cœur. Ouais, voilà. Donc au final, ça ne s'est pas fait. Revenu en ville de Vancouver, trouver un boulot dans la peinture en bâtiment. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et entre-temps, on a eu notre fils, Avery, qui a maintenant 6 ans. Et j'avais pas envie... donc j'étais en plein dans mon truc de peinture en bâtiment. Et j'avais trouvé le CrossFit un petit peu auparavant. J'avais commencé, mais un peu tout seul. J'avais jamais eu envie de faire de la compète en CrossFit, mais la philosophie m'intéressait, la méthode m'intéressait, donc j'étais assez dedans. Au travers de ça, j'ai trouvé l'haltérophilie. J'ai commencé à faire de la compète en Colombie-Britannique, donc. J'ai fait 4 ou 5 compétitions sur 1 année et demie à peu près. Et je passais énormément de temps à la salle. Comme tu sais, ça prend beaucoup de temps pour travailler ce genre de choses. Donc, je passais énormément de temps à la salle. J'étudiais beaucoup aussi à côté. Je veux dire, quand je peignais les maisons, je passais toute la journée avec des podcasts dans les oreilles. C'était tout le temps des trucs de CrossFit, des trucs de fitness. Et j'avais un bouquin, je me rappelle, je prenais ce bouquin pour aller au boulot, je le lisais dans le bus. C'était le Science and Practice of Strength Training. Zatsiorsky et Kramer, je crois. Et donc j'avais ce gros manuel à l'ancienne et je lisais ça dans le bus. Et un jour, Lynn, ma femme, me dit, mais Sean, il faut que les gens commencent à te payer pour toutes ces études que tu fais en plus. Et j'ai dit, elle m'a fait réaliser en fait que je me dirigeais dans ce sens-là. Elle m'a poussé à faire le saut. Je la remercie d'ailleurs énormément. Donc j'ai arrêté de bosser dans la peinture en bâtiment, j'ai acheté le bouquin, j'ai cherché d'abord quelles étaient les certifications disponibles en Amérique du Nord notamment. Il y en avait au Canada, il y en a qui se font en salle, donc tu étudies avec un prof, une prof, etc. Puis après tu passes l'examen. Et la NSCA, qui d'après mes recherches était l'entité la plus réputée en Amérique du Nord, permettait de juste acheter le bouquin, d'étudier et de challenge the exam, donc d'essayer de passer le test sans avoir fait de cours nécessairement. Ce que j'ai fait, donc j'ai acheté le bouquin, c'est un gros bouquin de 600 pages, j'ai lu 3-4 fois à la suite et après 2 mois à peu près j'ai challengé, j'ai passé le test. Du coup j'avais mon papier, j'ai pu avoir une assurance, j'ai pu commencer à coacher, j'ai commencé avec des amis à gauche à droite, à commencer à me faire un petit peu un nom dans notre entourage. J'ai bossé pour plusieurs fitness au fil des 3 premières années, plusieurs salles différentes, en plus de faire mon propre truc à côté. Finalement, j'ai pu passer 100% indépendant après, je pense, 3 ans et demi de coaching. Et là, j'avais juste mes clients. Je louais du temps dans une salle qu'une amie avait, une amie coach aussi avait, un petit studio privé qui était très bien. Et donc, je faisais ça à temps plein. Et j'avais commencé à faire un tout petit peu de prépa physique aussi avec le club de rugby avec lequel je jouais auparavant. Et donc, j'ai fait ça pendant une saison avec eux. J'étais pas aussi impliqué que je le suis maintenant avec Nyon, par exemple. J'étais plus dans le fit avec eux. J'avais pas vraiment accès au terrain. J'avais pas les passes pour, on va dire. Il y avait un autre coach qui s'occupait de ça et moi, il m'avait engagé entre guillemets juste pour m'occuper des mecs dans la salle. Donc j'ai fait ça et comme on a dit avant, il y a 1 an et demi, on est revenu en Suisse et du coup j'ai relancé mon business de coaching ici. Donc pas reparti nécessairement de zéro, j'avais quelques clients en ligne, etc. J'avais la chance aussi d'avoir grandi ici, donc énormément de connexions dans les environs, la connexion au club aussi, de rugby, donc avec lequel je travaille maintenant. Et ça m'a pris quand même presque 1 année pour
me remettre à plein temps au coaching. Donc on est arrivé fin février 2019 et j'ai bossé chez Manor entre-temps aussi, j'ai fait la logistique. Donc pendant un temps, j'ai fait logistique à 80% chez Manor qui était un job de 6h du mat à 2h de l'après-midi. En plus de ça, je faisais mes coachings privés, plus le rugby encore qui finissait en général tard le soir. Donc, ouais. Ah ouais, non, c'est bon. Et je me suis un petit peu ruiné en faisant tout ça. Je pense que mes semaines, elles devaient faire 50, 60 heures à un certain temps. Donc niveau fatigue, j'étais ruiné, mais c'était pour faire la transition, pour revenir au coaching à plein temps, ce que j'ai pu faire à partir de fin janvier 2020 donc. Et là, depuis, donc, je coach à plein temps. Voilà. Extraordinaire, c'est une belle histoire. C'est marrant, on a une histoire un peu similaire. J'ai pas encore de petit, je travaille dessus. Si ma copine écoute tout ça, c'est pour bientôt, j'espère. Alors, il y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais rebondir parce que je me retrouve à 100% dans ton histoire et je trouve que ça va en inspirer plus d'un. Comment t'expliques ce sentiment que tu avais besoin de... Tu te sentais pas forcément à ta place ou épanoui forcément en Suisse et tu avais cette folie des grandeurs peut-être où tu voulais aller justement dans des grands pays, dans des pays qui sont plus développés comme l'Australie ou le Canada. Comment t'expliques ce sentiment-là? J'ai jamais essayé de l'expliquer. Je crois que je lui ai fait confiance à ce sentiment sans chercher nécessairement pourquoi, mais j'ai juste senti que à ce moment dans le temps, j'étais pas à ma place et ou peut-être c'était pas ma place à avoir et il fallait que j'aille voir quelque chose d'autre, faire quelque chose de différent. Et donc j'ai un peu suivi, presque cet instinct, j'ai un peu suivi et donc je suis parti. Autant maintenant, après être revenu en Suisse, je l'ai pas encore mentionné, mais tous les jours, je m'émerveille à la beauté de notre pays et je suis très reconnaissant du fait qu'on ait pu revenir, que j'ai pu revenir avec ma famille, qu'on puisse vivre maintenant en Suisse. Et je réalise que quand j'étais plus jeune, quand je disais voilà, je veux partir, je veux pas être là, c'était une perspective que j'avais à ce moment-là j'ai fait un 180 degrés dessus depuis que je suis rentré en tout cas, même un petit peu avant, mais j'ai réalisé à quel point on avait de la chance ici au niveau, je veux dire, stabilité sociale, économique, politique. Encore une fois, j'ai pas fait le tour du monde, j'ai pas tout vu, mais je pense on a de la chance à ce niveau-là. On est dans le top, en tout cas, ça, au niveau sûr, mondial. On n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre et donc le rythme de vie aussi qu'on a pu retrouver ici, qui est à Nyon, c'est quand même une petite ville par rapport à Vancouver. Il y a dans toute pas la ville même, mais dans tous les entourages, il y a un million d'habitants à Vancouver, donc c'est grand. Moi, j'ai jamais été très friand des très très grandes villes. Donc revenir à Nyon avec un cadre de vie qui est un peu plus lent, des magasins qui sont pas ouverts 24/24, un dimanche où tu as presque tout qui est fermé, où ça t'oblige un peu à passer du temps avec ta famille ou en tout cas à la maison, ce qui est pas nécessairement le cas autre part. Quand tu vas notamment en Amérique du Nord, il y a tout qui est ouvert tout le temps, donc le dimanche tu pourrais te reposer, mais bon, si t'as pas fait les courses ou s'il te manque un truc ou on profite de vite faire ça et au final tu t'arrêtes jamais en fait. Donc je peux pas nécessairement l'expliquer. Ouais, je pense que comme tu l'as dit, c'est selon certaines périodes dans ta vie, la perspective des choses change. Maintenant, tu as une vie de famille, donc je pense que tu te projettes différemment que lorsque tu avais 19 ans. Mais en tout cas, je pense que moi, c'était pareil pour moi. Mais malgré le fait que ça me manque tous les jours, les États-Unis, je dirais pas les États-Unis et New York principalement, parce que c'est où moi j'étais. Mais c'est vrai que, par exemple, quand ma copine est venue s'installer ici, on a pensé à repartir aux États-Unis, mais on s'habitue à certains standards suisses. Donc, c'est dur de s'en défaire. C'est dur de s'en défaire, pour être honnête avec toi. Et un truc qui est intéressant, c'est que tu as mentionné le fait de ton parcours à l'armée et le fait que tu apprécies au final apporter ce soutien, cette aide aux gens. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton métier aujourd'hui, ce que tu fais. Et c'est vrai que, en tout cas, l'image que j'ai de toi et ce que j'apprécie énormément, c'est que tu es très attentionné, en tout cas, dans ce que tu fais, dans ce que tu présentes. Et j'imagine que tu l'es également avec les gens avec qui tu travailles. Tu vois, donc, j'en connais pas trop sur toi, mais en tout cas, c'est ma première impression. Et comme tu sais, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Pour la petite histoire, on s'est connus à travers ton podcast. Tu m'as invité sur ton podcast, qui était le premier épisode d'ailleurs. Épisode numéro 1. Voilà. On en a fait un récemment.
récemment également. Et c'est vrai que c'est mon truc dans l'industrie du fitness, c'est de voir des gens qui, comme j'ai dit, j'ai envie de voir plus de coachs qui give a shit. C'est un peu ça l'idée. Donc, quand je vois cette passion, cette fougue, parce que t'es un gars, t'es passionné, quoi. Et petit à petit, ton chemin est ramené vers ce monde du fitness. Et au départ, c'était pas ta première idée. Tu pensais pas du tout faire ça, ou bien c'était... Non, j'avais jamais pensé dans ce sens-là. J'avais pensé peut-être faire ma carrière dans l'armée, peut-être pompier, peut-être police, peut-être ambulance. J'étais plus parti dans cette direction-là. Mais c'est vrai qu'après l'armée, ça m'intéressait pas plus autant d'être dans ce milieu-là. J'avais passé presque à temps plein 500 jours dans l'armée, donc avec très peu de week-ends, très peu de temps à la maison. J'en avais un peu ras-le-bol, quoi. Et c'est... Après, j'ai toujours intéressé. Je me rappelle quand je jouais au rugby, ça me fait rire parce que maintenant, avec la perspective, ça change. Mais quand je jouais au rugby, quand j'étais joueur, j'allais à la salle de fitness à Colovray, là où on s'entraîne, avant les entraînements. Et je faisais 2-3 trucs. Et par exemple, je m'entraînais pas mal avec des haltères, avec des poids libres. Parce qu'on avait une Smith Machine, mais j'avais lu que les machines ou les trucs guidés, c'est pas aussi bien. Donc je pensais déjà être avant-gardiste à ce moment-là, avec moi j'utilise les poids, machin. Je crois que j'avais découvert CrossFit sur le net juste avant de partir. Et je crois que j'avais fait mon premier CrossFit workout à la salle de gym de Colovray. Ça devait être Annie ou un truc comme ça, un truc très très basique. Et j'avais continué à creuser là-dedans, donc ça avait commencé à ce moment-là, ça avait déjà commencé à être un truc qui m'intéressait beaucoup. Je me rappelle, avant même de jouer au rugby, j'avais acheté un manuel de SWAT Fitness, ça s'appelait, c'était les entraînements pour les forces spéciales, etc. Donc j'avais toujours un intérêt, mais j'avais jamais pensé en faire une carrière, non, ça c'est clair. C'est vraiment ma femme, et encore une fois je le remercie, qui m'a poussé qui a vu comme tu as dit, la passion que j'avais et le temps que je dédiais à m'instruire et à apprendre et à essayer de grandir, et qui m'a poussé à all in et à y aller, quoi. Et maintenant on y est à fond dedans. C'est ça. Non, ça fait plaisir. Et justement, pour revenir sur ce côté de passionné, et le fait que toi au final c'était ta pratique, tu étais dans la pratique, et tu as décidé de te plonger toi-même dans la théorie. Un truc que je reproche souvent aussi, c'est les gens qui se reposent uniquement sur leurs connaissances pratiques, c'est-à-dire ce sont des anciens athlètes ou des gens qui ont pratiqué tel et tel truc, ou alors juste parce qu'ils ont un bon look, et bien ils disent moi je peux entraîner quelqu'un. Et ça encore c'est une de mes plus grandes déception dans l'industrie du fitness. Bien sûr. Je sais qu'il y a des coachs qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont écouter ce podcast. À quel point tu penses comment tu t'expliquerais le fait que c'est pas assez? Il faut aller chercher plus loin, et le fait que également il faut être passionné, parce qu'on est dans un métier au final qui demande d'être passionné. On peut pas faire juste les choses pour les faire, parce qu'il y a des nouvelles recherches qui sortent, des nouvelles méthodologies qui sortent. On va en parler après. Quelle est ta perspective par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut être passionné dans ce métier, et le fait qu'on ne peut pas se reposer uniquement sur ce qu'on croit connaître? Déjà, je pense que le fait qu'on deal avec le corps humain, c'est une chose qui fait que c'est un monde qui est infiniment complexe, qu'on n'arrivera jamais à complètement comprendre. Comme tu as dit, il y a énormément de recherches qui se fait et qui continuent à sortir tous les jours sur des aspects divers et variés par rapport au corps humain, que ce soit au niveau psychologique, physiologique, que ce soit douleur, au niveau structurel. Pour moi, c'est un petit peu le travail d'une vie, si on veut, pour vraiment devenir maître de cette discipline, si on veut, parce que c'est tellement complexe. Et donc, comme tu as dit, je ne pense pas que ça suffit d'avoir été athlète. Et en plus, à mon avis, en plus, surtout des très bons athlètes. Un athlète médiocre qui peut tourner coach, c'est une chose. Un très très bon athlète de très très haut niveau qui tourne coach, à mon avis, et je généralise, je me permets de le faire et c'est certainement faux, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ce fil de pensée, c'est que un athlète de haut niveau, il aura certainement eu certaines facilités à exécuter des choses dans sa pratique sportive. Exact. Il aura, que ce soit, et voilà, je dénigre pas, je dis pas qu'il a pas travaillé, je dis pas qu'il a pas travaillé plus dur que tous les autres, parce qu'il l'a fait, s'il est arrivé à ce niveau-là, mais il avait quand même des compétences qui étaient au-dessus de la norme pour commencer, et peut-être qu'en revenant et en essayant de coacher des gens qui n'ont pas ces compétences naturellement, peut-être que c'est un petit peu plus difficile de trouver des points communs, si on veut.
Mais je sais pas, peut-être que j'ai tort là-dessus, mais je pense que, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est deux choses complètement différentes. C'est pas parce qu'on a été bon athlète qu'on va être un bon coach, et vice versa. À mon avis, c'est très important de séparer les deux parce qu'on voit souvent, ah ouais, lui, ça a été un très bon athlète, et alors, de facto, on se dit, ben, ça va être un très bon coach aussi, alors que les compétences requises sont pas du tout les mêmes. Et je pense donc, comme tu as dit, c'est très très important, si on décide de faire la transition d'être athlète à être coach, et on peut faire les deux en même temps bien sûr, et t'en es l'exemple, mais c'est important de réaliser que il faut plus que juste faire. Il faut, comme tu as dit, aller creuser, il faut aller chercher, il faut s'instruire, il faut être prêt à se remettre en question constamment, il faut être prêt à avoir des gens qui nous montrent que ce qu'on dit c'est faux, parce qu'on aura toujours je veux dire, à l'époque je pensais que le cardio ça servait à rien. Ouais, je te le dis franchement, je le pensais vraiment, mais de par mon parcours, on va dire, j'ai fait de l'haltéro pendant 1 an et demi, et donc pour moi c'était un peu ça ma vie, tu vois, c'était barbell et c'était strength and power et c'est tout. Et je faisais rien d'autre, et donc ma perspective c'était ça. Pour moi, les premiers clients avec qui j'ai travaillé, et je m'en mords les doigts tous les jours, les premiers clients avec qui j'ai travaillé c'était barbell, back squat, c'est parti, parce que tout le monde doit faire comme ça. Et peu à peu j'ai réalisé que non, en fait j'avais complètement tort par rapport à ça, qu'il y a 1000 moyens de commencer qui sont pas avec une barre olympique, et d'ailleurs c'est certainement mieux que la barre olympique pour commencer. Et après voilà, comme j'ai dit, plein d'autres choses que je pensais au départ sur lesquelles j'avais complètement tort. Et donc pour moi un des aspects les plus importants que j'essaye de transmettre aussi dans ce de quoi je parle, c'est que c'est ok de ne pas avoir raison tout le temps. Il faut pas être marié à ses idées, faut se détacher de ses idées. Il faut pouvoir avoir un discours qui est intellectuellement honnête avec les autres, être prêt à remettre en question ses connaissances et ses croyances pour aller de l'avant, parce que sinon on restera toujours coincé dans notre petite bulle et on veut que rien bouge et rien que change. Mais bien sûr c'est plus facile comme ça. Je pense que ça fait partie aussi pour pousser la réflexion un peu plus loin. Ça part aussi dans ce sens-là, en termes de la polarisation qu'on voit aussi aujourd'hui au niveau social, au niveau politique. C'est beaucoup plus simple de dire noir ou blanc, c'est beaucoup plus simple de dire vrai ou faux. C'est beaucoup plus dur de regarder entre les deux et de voir toutes les nuances et d'appliquer un certain contexte et de pouvoir simplement avoir en gros une conversation qui est un peu plus compliquée que bien, pas bien. Exact, ouais. C'est toujours un peu plus complexe que ce qu'on veut bien nous faire croire. C'est ça. Et c'est vrai qu'on regarde que la surface. C'est vrai, quand tu parles des athlètes de haut niveau, un des problèmes, je dirais, que moi j'ai rencontré également, c'est que quand on a de la facilité à faire quelque chose, eh bien, c'est qu'on est notre seul modèle quelque part. Ouais. Donc on part de l'idée ou du principe que tout le monde arrive à faire ce qu'on sait faire. Alors ce qui est facile pour moi, moi j'arrive à faire ça. Et on est notre base de référence, et normalement tout le monde devrait être capable de faire ça. C'est ça. Et ça c'est une grosse erreur que je vois également, et ça, à chaque fois je m'en mords les doigts. Et un truc que tu dis également, c'est que on apprend aussi de nos erreurs. Comme tu as dit, tu t'en mords les doigts. Moi aussi j'ai fait des trucs, je demande pardon à certains de mes clients, mais c'est comme ça qu'on évolue également. Bien on sûr. fait nos recherches avec nos clients, et c'est vrai qu'on a tendance à vite tourner autour des modalités qu'on apprécie. Et ça c'est une grande réalisation que j'ai fait dans le monde du coaching, et je pense que tu as fait la même. C'est de pas se projeter sur ses clients, de ne pas faire uniquement ce qu'on aime faire, mais plutôt penser au client et ce qu'on veut lui donner, ce dont il a besoin. Et ça, c'est vrai que ça a été une grande réalisation en tout cas pour moi. Et voilà, j'invite les coachs à se questionner. On va remettre plein de trucs en question encore. On a le temps on a plein de sujets qu'on va aborder. Ouais. Justement, Sean, je voulais parler un peu de cet aspect, ton parcours au Canada. Quelle est vu que c'est un podcast fitness, bien entendu, quelle est la principale différence ou les différences dans le monde du fitness que tu as pu rencontrer en Amérique du Nord versus, j'englobe ça sous le monde francophone, pas seulement la Suisse, mais le monde francophone. Quelles sont les différences principales? Au moment où je suis parti, je dirais que la culture déjà était beaucoup plus développée au niveau gym, au niveau aller au fit, aller faire des workouts à la salle, etc. C'était beaucoup plus développé au Canada quand moi je suis arrivé là-bas. C'était pas du tout développé ici. Je me rappelle, il devait y avoir 2 salles à Nyon, à tout casser. Et ça a beaucoup changé sur les
7-8 ans où j'étais loin, dans le sens où je reviens maintenant et il y a des CrossFit un peu partout, il y a 4-5 salles, même juste sur Nyon, sur Gland, il y a des salles aussi, des non-stop gym, des active fitness, je veux dire, il y en a plein, un peu à toutes les sauces. Mais donc la culture, je pense, a beaucoup évolué ici dans ce temps-là. Je pense qu'il y a aussi une culture, et ça vient notamment, je pense, des États-Unis, une culture de performance sportive qui est beaucoup plus développée là-bas. On voit notamment simplement les structures qu'ils ont au niveau universitaire ou même avant, qui sont juste incroyables, avec des je veux dire, la quantité d'argent qu'il y a même dans les écoles, dans les universités, même dans les high school football. Je veux dire, c'est des choses qui sont folles par rapport à ce qu'on voit ici. Tu vois, ici même, alors on est d'accord que ici j'évolue dans le rugby, c'est pas un sport national, c'est pas le foot, mais même au foot, les structures qu'on a, c'est des belles structures, c'est des gros clubs, il y a plein de catégories, enfants, machin, il y a une transition de développement sur le long terme pour les jeunes. Tout ça, c'est bien, mais il y a pas, tu vois, il n'y a pas nécessairement un ou une psychologue du sport pour chaque équipe. Il y a pas toutes les équipes vont à la salle de fitness et il y a un coach qui est dédié notamment juste pour ça. Il n'y a pas une culture de performance aussi développée que là-bas, je dirais. Donc je pense que de ce côté-là, on a beaucoup à apprendre de l'Amérique du Nord. Il y a aussi le fait que toute la recherche est faite en anglais, toutes les recherches scientifiques, et donc tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est tout frais, on va dire, il faut comprendre l'anglais et pouvoir le lire pour interpréter ces choses-là, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde ici, ce qui est normal et ce sera certainement jamais, mais je pense que c'est un des désavantages qu'on a, entre guillemets, on dira la communauté francophone de fitness, c'est que pas tout le monde a nécessairement accès à ces informations. Et après, je ne sais pas dans quelle mesure, parce qu'encore une fois, je suis assez, entre guillemets, nouveau ici, dans ce monde-là, je ne sais pas à quel point la culture des coachs est aussi développée qu'en Amérique du Nord quand on parle de tout ce qui est développement personnel et développement professionnel. À quel point un coach lambda au Canada, aux États-Unis va passer du temps, payer de l'argent pour aller prendre des séminaires, acheter des bouquins, s'instruire, évoluer dans sa façon de penser. Ouf, on est loin. par rapport à la communauté francophone. J'ai aucun point de comparaison, donc je veux pas pointer du doigt ou quoi que ce soit, mais je me demande s'il y a peut-être une différence à ce niveau-là aussi, dans le sens où j'ai vu notamment après, je sais pas si c'est juste parce que ça dépend toujours dans quel milieu tu évolues. Tu vois, je veux dire, il y a des salles de fitness où tu vas et les gens ils coachent à la salle parce que c'est un boulot comme s'ils bossaient dans un bureau à remplir des papiers et ça leur va très bien. Et c'est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde. C'est peut-être pas le job d'une vie comme c'est pour toi et pour moi. De faire ça tous les jours. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir une famille, c'est incroyable. Si j'avais pas de famille, je ferais ça 24 heures sur 24. Et parce que c'est ma passion. Est-ce que tout le monde doit être aussi passionné que moi? Je pense pas. Je pense qu'il y a de la place pour ceux qui le sont un petit peu moins, ou moins, tout court. Par contre, voilà, là où on va dire, moi je mets la ligne, c'est quand on commence à faire des choses qui peuvent être dangereuses pour nos clients. Là, il y a une ligne à pas dépasser non plus. C'est pas juste parce que tu n'es pas aussi passionné que moi que tu peux te permettre de faire des choses qui ont le risque de blesser tes clients. Tu parles des bosus et tout ça, non? Notamment. Notamment. C'est juste des petits pics. C'est moi qui lance les petits pics, c'est pas lui. Non, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a ce choc culturel. Et je pense que, comme tu le dis, on me pose souvent la question, c'est une question de culture. La culture arrive gentiment ici, avec plus de salles de fitness, etc. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs années de retard. Et moi, je dis souvent, et on a, je sais pas, entre 6 et 10 années de retard, facile. Ouais, je dirais pareil. Et les gens, des fois, le prennent mal quand je dis ça à certains coachs francophones. Et encore une fois, on a la chance de parler anglais, d'avoir étudié là-bas. Donc, on a connu ça. Donc, on a ressenti ce manque aussi de compréhension par rapport aux autres. Et on a vu ce choc culturel. Donc, quand je dis ça, on ne le dit pas en dénigrant les gens, mais au contraire... pousser les gens à encourager à aller apprendre et voir ce qui se passe là-bas parce que c'est comme si on allait dans le futur. Et si je peux me permettre, je pense qu'il y a aussi à ce niveau culturel, il y a une différence au niveau de la quantité d'informations qu'on est prêt à partager
Yeah. Je pense qu'en Amérique du Nord, il y a une culture de partage de l'information, peut-être du fait que l'industrie est arrivée à maturité, donc il y avait beaucoup de services, on va dire. Et donc, pour se différencier, maintenant, il faut aller vers le partage d'informations. Yeah. Quand l'industrie est un peu moins développée, peut-être comme ici, où il y a moins de coachs, et peut-être que c'est plus facile de quand même survivre ou trouver les clients sans nécessairement partager ce qu'on sait à haute voix. Alors que je pense que là-bas, on arrive au point où si tu parles pas, si tu communiques pas, si tu transmets pas l'information que tu connais, tu vas être un cran en retard par rapport aux autres. Yeah. Et donc là-bas, c'est commun de faire des lives sur Instagram pour répondre à des questions, de faire des vidéos, que ce soit des vidéos vraiment qui sont éducationnelles, hein, même sur Instagram, avec comme toi tu le fais très bien aussi, avec des captions qui sont longues et détaillées. Tu les fais même en 2 langues. Je t'applaudis pour ça parce que moi je le fais pas toujours. Merci. Mais c'est pas nécessairement qu'on retrouve quelque chose ici beaucoup. Je veux dire, moi je me retrouve, c'est un scénario que je retrouve pas mal où j'écris à des coachs que je connais pas personnellement, mais que je trouve sur Instagram ou que j'entends, lui il est cool ou il fait des choses bien, et je leur écris, je leur dis, est-ce que ça te dit de venir sur mon podcast pour parler, pour échanger, pour dire ce que tu sais, et ils comprennent pas le concept. Ils ont aucune, ça leur parle pas du tout. Ils se disent ouais, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je partagerais ce que je sais? Pourquoi ils comprennent juste pas. Donc je pense qu'il y a la plus grosse différence, je pense qu'elle est de ce côté-là. Autant au niveau, tu as dit 6 à 10 ans, je pense que ça fait partie de ce 6 à 10 ans-là. Dans 10 ans, je pense que le monde du fitness francophone sera beaucoup plus développé au niveau partage de l'information. Du fait que justement il y aura beaucoup plus de coachs et qu'il faudra faire ça pour se différencier. Et je pense que ça aide pas le fait que ce soit pas encore le cas ici, parce que les gens du coup ils se retrouvent très fermés avec ce qu'ils savent. Ils pensent que moi je suis coach, je sais ce que je sais, personne d'autre le sait, donc si je le partage du coup les gens ils ont plus besoin de venir vers moi pour bosser avec moi, donc je vais perdre tous mes clients. Alors que c'est le contraire en fait, mais jusqu'à ce qu'on le fasse on le réalise pas. Exact. Et donc je pense que c'est une autre différence à laquelle j'avais pas pensé avant. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça en vrai, mais après aux États-Unis c'est tout un business aussi, donc on cherche à monétiser ces choses-là, et peut-être qu'on n'a pas encore cet aspect business non plus ici dans le monde du fitness francophone. Donc du coup tu serais d'accord de dire que si tu n'étais pas parti au Canada, eh bien tu n'aurais pas eu cette compréhension tout ce que tu sais aujourd'hui, parce que tout ce que tu sais tu l'as appris parce que tu as eu accès à la littérature en anglais, entre autres, etc. Et ça, c'est un facteur important. Donc souvent, je dis aux jeunes coachs francophones, on me pose la question, est-ce que tu as un conseil pour moi en tant que jeune coach? Je dis oui, va apprendre l'anglais, parce que pour moi, c'était la plus grande différence en fait. Et je ne sais pas si tu recommanderais la même chose. Quel conseil tu donnerais aux jeunes coachs, par exemple, un jeune coach francophone? De lire en anglais, déjà, comme tu as dit. Si possible, partir pour rencontrer et s'instruire, mais je pense que en 2020, c'est pas nécessaire du fait qu'on a tellement d'informations disponibles sur notre téléphone. On peut apprendre énormément sans être nécessairement présent. Ça demande plus de travail, c'est clair. Alors c'est clair, quand tu es dans un environnement, quand tu es en immersion, tu vas apprendre beaucoup plus et beaucoup plus vite. Mais rien ne t'empêche d'écouter, je sais pas, tu as un sujet que tu connais pas bien, par exemple. On prend le sprint. Tu connais pas bien le sprint, tu trouves 5, 10 experts sur le sprint, parce que tu en trouves, il y en a. Tu t'écoutes des podcasts, tu prends des notes, et après tu essayes sur ces, je sais pas, par exemple, tu as pris une demi-page de notes par podcast, ces 5 pages de notes, tu essayes de les condenser en 3 pages et de les réécrire à ta sauce. Voilà, maintenant tu as déjà un très très bon point de départ pour commencer à comprendre ce que c'est le sprint, le skill, la compétence technique de courir très très vite. Et rien ne t'empêche de faire ça. Alors oui, tu peux payer, aller prendre un séminaire d'une semaine avec un grand nom, avec plein de lettres derrière son nom, etc. Mais au final, oui, tu apprendras toujours mieux en immersion, mais rien ne t'empêche de le faire sans avoir accès à ces choses-là en personne. Donc, à mon avis, et ça, c'est surtout pour pallier aux objections financières des gens qui vont dire ouais, mais je peux pas partir un an au Canada, machin. Non, t'as pas besoin. Si t'as envie, tu ouvres iTunes et tu trouves ce qu'il faut et t'apprends. Et après, la différence pour moi, c'est le travail que tu fais derrière avec. C'est pas tout d'écouter. C'est chouette d'écouter des podcasts. C'est super joli. Tout ce que j'ai écouté sur mes échelles pendant que je peignais les maisons, j'en ai retenu une infime fraction. Peut-être 1%, peut-être 0,1%. Vraiment retenu, tu vois. Mais alors, quand tu écoutes et après, tu appliques ces connaissances-là, tu écris à ta sauce, tu essaies d'intégrer tout ça dans ton modèle de compréhension globale, c'est là où tu avances. Et ça, je pense que c'est un manque, ou
peut-être pas un manque parce que certains le font, mais une possibilité que les gens ont pour approfondir leurs connaissances sans devoir payer qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est faire le travail, c'est littéralement ça. C'est tu t'assieds, tu écris et tu essayes de synthétiser ce que tu comprends. Et après, je pense aussi, le fait de le partager en ligne, ça soumet instantanément ton courant de pensée à l'opinion publique en fait. Et l'opinion publique, ben, il y a du bien et du moins bien, mais au moins tu as une façon d'avoir ton travail critiqué. Comme à l'université, tu devrais rendre ton papier au prof et le prof après il t'écrirait une critique par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ton travail. Je pense que ben, c'est une très bonne façon d'apprendre. Et si tu n'es pas dans un cadre universitaire et tu n'as pas un prof à disposition pour te faire une critique directe, maintenant on a le World Wide Web et on peut partager toutes ces informations et simplement voilà, dire ça c'est ce que je pense être juste. Maintenant, est-ce que les gens pensent que c'est le cas ou pas et on se fait très vite une idée de est-ce que je vais dans le bon sens ou pas. Tu vois, on va vite se faire taper sur les doigts, on va vite voir dans les commentaires. Le monde internet est juge direct. Juge direct. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. Dans le sens où, ben voilà, sans critique, on n'avance pas. Tu vois, c'est joli de se faire un modèle dans sa bulle, sans parler à personne, sans rien dire. Tu dis, voilà, moi j'ai tout compris, j'ai mon modèle du monde, ça marche parfaitement. Mais dès le moment où quelqu'un avec une perspective extérieure vient et te dit, alors, ben ouais, mais là, regarde, il y a un petit trou là dans ta façon de penser, tu vois, ça joue pas. Et là, d'un coup, tu te dis, ah merde. Mais c'est cette réalisation-là qui te fait progresser parce que faut combler les brèches constamment. Il faut se questionner, c'est ça qui te permet d'avancer. Hein. C'est ça. C'est intéressant. Du coup, ça rejoint un peu ma prochaine question, c'était de savoir comment tu filtres toutes les informations. Parce que c'est une question qu'on me pose également souvent. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du mauvais, il y a du très mauvais. Okay, la personne lambda ne sait pas du tout où se diriger. Ou alors, si on prend l'exemple d'un nouveau coach dans l'industrie, eh bien, il ne sait pas différencier le bon du mauvais. Alors, ma première question est la suivante. Comment tu filtres toutes les informations que tu reçois? Je pense que trouver des gens qui sont des experts, entre guillemets, ou des références dans l'industrie sur certains sujets, voir déjà valider par rapport à ça, donc tu regardes leur passé, tu regardes avec qui ils ont travaillé, tu regardes les résultats qu'ils ont produits aussi, suivant le monde dans lequel tu évolues. Si tu évolues dans le monde de la performance, tu veux des gars qui savent de quoi ils parlent et donc qui ont pu produire des résultats, notamment pour revenir à l'exemple du sprint, si tu regardes Altis, qui est une compagnie de coaching et d'éducation maintenant aussi, au niveau international, ils ont coaché, je sais pas, 100 personnes qui sont allées aux Jeux Olympiques en track and field et 40 médaillés, je crois, olympiques. Et quand les gens commencent à avoir, ou quand les organisations commencent à avoir des CV comme ça, tu peux te dire, ok, c'est une source, a reliable source of information. C'est une source d'information qui va être solide pour commencer. Et à partir de là, je pense partir sur des gens qui sont mentionnés par plusieurs personnes que tu connais déjà. Donc si toi tu mentionnes quelqu'un et après je vais parler à Andreas et Andreas il mentionne la même personne, là je vais me dire peut-être qu'il y a quelque chose là-bas, il faut que j'aille checker parce que je te respecte toi, je le respecte lui et je sais qu'il y a certainement quelque chose de valable là-bas. Et après tu suis la route. Et donc ça c'est une des façons que je fais, c'est que j'ai en gros si tu veux un réseau de coachs qui évoluent dans le monde de la haute performance sportive notamment, pour ces sujets-là, à qui je fais confiance, on va dire, qui ont prouvé ce qu'ils savaient, qui sont des références eux-mêmes auprès d'autres coachs au niveau mondial. Et après, à partir de là, tu pars, tu branches sur... ou tu te... Branching, je ne sais pas comment tu dis en français. C'est compliqué. Je ne sais pas comment dire ça en français. Tu t'aiguilles sur d'autres coachs. Tu prends un chemin plutôt qu'un... Voilà, mais en suivant toujours un petit peu le réseau que tu as au préalable. Et tu essaies de rajouter des pièces à l'édifice constamment. Chose que je ne faisais pas nécessairement au début, où je partais sur lui, je l'aime beaucoup, alors je vais faire tout comme lui, je vais suivre sa méthode à lui. Et après, je voyais l'autre là-bas qui faisait un autre truc cool. Je disais, non, en fait, maintenant, je fais partie de ce groupe-là. Et ce que j'ai appris au fil du temps, c'est à me détacher de ces groupes et de ces clans, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas toujours l'aspect négatif au fait d'appartenir, on va dire, à une communauté ou courant de pensée, mais je pense qu'il y a le fait qu'au final, à un moment donné, tu vas te limiter dans ce que tu vas accepter comme information supplémentaire, parce que peut-être ça ne rentre pas exactement dans ce cadre que tu as préétabli pour toi-même. Et donc,
ne pas te marier, ça revient à l'idée de ne pas se marier à ses croyances et à ses pensées et à ce qu'on pense savoir, mais à rester ouvert à d'autres informations tout en gardant un esprit critique et en prenant la base de connaissances qu'on a au préalable pour juger ce qu'on va trouver au-delà. Mais pour développer cet esprit critique, je rebondis sur ce que tu viens de dire, il faut accumuler un maximum d'informations. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que tu disais auparavant. Et c'est pour ça que je te respecte énormément et que je m'entends très bien avec toi. C'est parce que je me reconnais dans ce que tu fais. On est très assidus dans nos études. C'est-à-dire que tu as mentionné l'exemple de l'université. C'est comme à l'université, tu fais tes devoirs où tu as un examen et tu dois rendre des comptes au final. Mais là, tu as des deadlines. Mais quand tu fais, tu es indépendant, c'est ton métier, tu n'as personne qui te pose des deadlines. C'est toi qui dois créer ta propre routine, ton propre schedule. Et ça, c'est une autre complication. Et les gens n'ont pas forcément la discipline de le faire. Mais malheureusement, dans notre métier, on est obligé. Et encore une fois, pour moi, c'est pas quelque chose qui est optionnel de nos jours. Si tu fais pas ce travail de recherche constamment, eh bien pour moi, t'as pas les crédits d'être un coach de renommée, en tout cas, selon mes standards. Et moi, c'est ce que je vois chez toi. Donc, quelle est ta routine d'apprentissage? Est-ce que tu fais ça tous les jours? Est-ce que c'est un jour dans la semaine? Comment t'agences le tout? J'aimerais bien avoir la réponse parfaite. Je me lève à 5 heures, je médite pendant une demi-heure, après je lis un livre. Je fais pas du tout ça. Et ça m'a posé problème à moi pendant très longtemps. J'étais mal à l'aise avec le fait que j'avais pas cette discipline chaque jour de faire exactement la même chose. Les 7 Habits of Highly Successful People, quelque chose comme ça. Non, tous les jours, si tu veux être millionnaire, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. J'ai jamais été dans ce modèle-là. J'ai toujours eu des plus au niveau macro, dans le sens où il y a, par exemple, ça fait un moment, ça doit faire 5 ans en arrière, j'avais vraiment envie de lire des livres. Et je pense pendant 3 mois, j'ai lu 2 à 3 livres par semaine pendant 3 mois. Et je faisais que ça. J'avais presque même plus envie de coacher mes clients. Je te le dis honnêtement, j'étais tellement à fond dans mes bouquins que je faisais que ça. Alors oui, je coachais encore mes clients, bien sûr. Et les livres avaient une certaine relation avec le monde du coaching, ça c'est clair, que ce soit de la psychologie ou d'autres choses. Mais je suis parti très très loin dans une direction, on va dire. Et après, je suis revenu avec toutes ces nouvelles informations que j'avais et j'ai essayé de tout remettre ensemble et de repartir avec. Alors que, et donc j'évolue sur des cycles, on va dire, comme ça, qui sont un peu plus... C'est pas des cycles d'un jour, parce que pour moi, l'équilibre parfait dans la vie de tous les jours n'existe pas. Ebb and flow, ça monte, ça descend, ça change. On peut pas toujours faire exactement ce qu'on veut quand on veut. Donc il faut déjà être flexible dans notre approche pour pouvoir réussir sur le long terme. Sinon, on se tire déjà une balle dans le pied avant d'avoir commencé. C'est sûr. Mais après aussi, et ça, je pense que c'est une chance de pouvoir faire ça, de pouvoir suivre mon instinct quant à ce que j'ai envie d'étudier. Par exemple, il y a une année, je connaissais un petit peu de tout ce qui est du sprint. Bon, on y a cet exemple depuis le début. J'en connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc, pendant cette dernière année, je me suis plongé à fond dedans. J'ai pris des cours en ligne, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des webinars, des analyses de sprint, de vidéos, que ce soit du haut niveau, du pas du haut niveau. J'ai interviewé des coachs de sprint aussi, sur mon podcast notamment. Et toutes ces choses-là, en fait, que maintenant, une année plus tard, je me sens très à l'aise avec cette compétence et je peux la coacher et je sais quoi chercher quand je regarde un ou une athlète. Et donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Est-ce que je suis un expert? Non, je ne suis pas un expert. Mais je la maîtrise comme je maîtrise weightlifting, comme je maîtrise du renforcement musculaire à la salle. Chose qui n'était pas le cas avant. Mais j'ai vu que c'était une faille dans mon panel de compétences en tant que coach. Une faille qu'il fallait que je colmate parce que le fait que je travaille avec une équipe de rugby fait qu'ils ont besoin de travailler la vitesse. Et moi, je dois donc être compétent dans ce domaine-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai creusé. Donc, je me suis permis d'aller très, très loin là-dedans. D'ailleurs, il y a presque une année, je me suis inscrit pour un cours jeunesse et sport d'athlète, le niveau 1, moniteur. Donc tout en bas pour commencer. C'était un stage de 5 jours. Enfin, c'est un stage, je pense. Et c'était censé être fin juillet. Et du coup, je suis arrivé début juillet et j'ai dit, mais en fait,
les 5 jours qui m'auraient servi il y a une année en arrière, aujourd'hui, n'auront pas du tout le même impact sur moi du fait de tout le travail que j'ai fait entre-temps. Et donc, je me suis désinscrit du cours, je ne l'ai pas pris, parce que je savais que sur 5 jours, la quantité de travail que moi, je peux faire sur 5 jours sera disproportionnellement plus haute que les informations que je vais pouvoir trouver ou retrouver, accumuler dans cette semaine de stage qui est encore une fois le niveau de base. Et je pense qu'il y a encore 5-6 années de stage à prendre avant de pouvoir vraiment coacher par exemple à un niveau intéressant même en Suisse. Et donc ce niveau-là, il m'intéressait plus. Je dis pas que je suis trop bien pour ça. Je dis juste que les 5 jours que j'aurais passé loin de la maison à pas pouvoir faire les choses que moi je fais tous les jours, ça m'aurait mis un petit peu en retard par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Donc, je me permets d'avoir ces phases où maintenant je veux étudier ça, maintenant je veux étudier ça. Récemment, je suis parti dans tout ce qui est préparation au contact, notamment avec le rugby, parce que c'est pas aussi simple que tu te lèves du canapé et puis tu vas faire des plaquages à pleine vitesse. Il y a un temps d'adaptation, il y a des étapes à suivre. J'étais pas complètement confortable avec ce processus-là, donc je me suis instruit là-dessus pendant 1 mois et demi, 2 mois. J'ai pas mal creusé là-dedans. J'ai interviewé notamment un gars qui est spécialiste de plaquage, autant dans le foot US que dans le rugby. Donc j'ai suivi cette démarche-là. Et honnêtement, mon podcast, c'est aussi cette opportunité un petit peu selfish pour moi de pouvoir interviewer des coachs à qui moi j'ai envie de parler et qui moi vont me faire aussi avancer en tant que coach. Et donc je pense que c'est un tout. Malheureusement, j'ai pas de recette miracle. Je me permets de suivre un petit peu mon instinct et en tout cas ou ma passion du moment, on va dire, et de faire ça à fond et de me dire c'est ok si je fais ça à fond maintenant et que je fais pas tous les autres trucs à fond aussi qu'on nous dit qu'il faut toujours faire. J'écris pas tous les jours. Je sais que, est-ce que ça pourrait m'apporter? Je pense que oui. Est-ce que j'ai la discipline de le faire? Non. Est-ce que je me tue? Est-ce que je me fais violence à moi-même parce que je le fais pas? Non. Parce que je pense que ça, c'est pas bénéfique non plus. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller de l'avant. Speed kills. On dit ça sur le terrain. On dit ça que la vitesse fait la différence sur tous les sports de terrain. Et je pense que speed kills in business as well. Je pense que si on peut simplement agir, plutôt que juste passer son temps à refléter, à se dire est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est exact, à un moment donné, good enough is good enough et il faut aller de l'avant et je pense que c'est peut-être pas la façon de faire à tout le monde, en tout cas ça marche pour moi. Non, c'est très intéressant et je pense que y a ce point qui ressort où tu dis qu'en fait ça doit pas être forcément parfait et ça c'est un problème encore une fois selon moi dans l'industrie du fitness où on nous fait croire que tout doit être parfait et que les choses doivent ressembler à une certaine un certain modèle et si tu sors de ce modèle non c'est pas bien ou alors il faut pas le faire du tout et ça développe chez les gens cette mentalité tout ou rien. Alors soit je fais tout, soit je fais rien du tout alors que pas du tout en fait. C'est là où comme tu le disais auparavant, il faut rester dans cette zone grise et c'est là où c'est intéressant. Alors de temps en temps quand tu as l'opportunité de le faire ou un peu plus de motivation, tu vas aller à 100 à l'heure, tu vas lire plus, mais après tu vas maintenir durant d'autres phases de ta vie où tu vas ça va être à 20 à l'heure, mais tu vas continuer à aller de l'avant et ça c'est très important et ça c'est un de mes problèmes. Je retrouve souvent ça dans la nutrition, tu vois. Un truc qui me sort hors de moi sont les gens qui postent les photos avec des plats tout bien faits. Alors les gens pensent que en fait pour manger healthy il faut avoir un plat qui est trop bien designé et qui est tu vois. Alors pour moi c'est des conneries. Alors le seul truc que je viens de faire c'est mettre un gros bol de riz avec des légumes mal coupés, des trucs et c'est la même chose, tu vois. C'est vrai. Et c'est ça aussi qui manque un petit peu, c'est que les gens ils sont pas toujours vrais dans ce qu'ils disent. Non, ils sont pas authentiques. Non. C'est complètement faux, tu vois, c'est du bullshit, c'est ce que je dis tout le temps. Et c'est l'apparence. C'est ça, c'est l'apparence. Et je veux dire, tu postes les cheesecakes de temps en temps sur ton Instagram. J'avais posté un Ovomaltine aussi à un moment donné, un petit pain au chocolat Ovomaltine. Et je pense que c'est ça. Et j'en discute toujours avec mes gars au rugby aussi, parce qu'on se tire un peu la bourre un peu tout le temps. Mais il me disait ah ouais Sean, t'as mangé un peu trop de pizza ces jours machin. Je dis ouais j'adore la pizza. Et non, je suis pas parfait non plus. Je suis coach et t'as pas besoin de l'être. Et non, et je pense que c'est important pour eux de le voir aussi. Parce qu'ils se disent oh putain, le préparateur physique il est parfait dans tous les aspects de la vie. Bah non, tu vois, je vais sortir, je vais boire un verre avec vous, je vais manger un truc que peut-être je mange pas tous les jours, mais que j'aime et qui entre guillemets pourrait être considéré comme étant pas bien. Mais au final, il faut vivre un petit peu. Et je sais aussi, moi, par exemple, personnellement, je sais qu'au niveau de mon poids de corps, au niveau de ma composition corporelle, je suis
rarement toujours au même niveau. Est-ce que je justifie le fait que des fois ça fait un petit peu up and down? Je dis pas que ça c'est bien. Ça c'est une des choses sur lesquelles je travaille moi. Mais je réalise aussi que je suis humain et ma compétence de coach, ce que je fais avec mes clients tous les jours, n'est pas impacté directement par mon pourcentage de masse graisseuse. Exact. Et donc, est-ce que je devrais travailler dessus? Oui, et je le fais. J'en ai conscience. Mais est-ce que ça a fait que je suis un mauvais coach? Je le pense pas. Tu vois? Mais c'est toutes ces choses-là, encore une fois, comme tu as dit, c'est que le coach doit être parfait parce que c'est le coach, machin. On est humain au final. Et je pense qu'on sera plus fort si on reconnaît nos limites et nos défauts, parce qu'on en aura toujours tous. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Parce que si, comme tu as dit, tout ce qu'on montre, c'est tout ce qui est parfait, c'est que des reps parfaites, que des squats parfaits, que des plans de nutrition parfaits tout le temps, les gens ils vont se dire mais c'est impossible. C'est impossible. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut leur montrer que non, c'est un processus qui est naturel, c'est pas linéaire. Il y a des ups and downs, ça monte, ça descend. Il y a des jours qui sont moins bien que d'autres. Un de mes clients, notamment un des joueurs de l'équipe de rugby, qui est extrêmement dédié, je travaille avec lui depuis 1 année maintenant, et qui s'est transformé physiquement sur cette dernière année complètement. Il vient d'avoir une petite fille, et ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses au niveau du sommeil, au niveau de la récupération. Alors il faut qu'on ajuste un petit peu les entraînements, c'est un chamboulement qui est nouveau, mais il faut être flexible, parce que si on reste rigide, eh ben, on va droit dans le mur. C'est sûr. Non, c'est sûr. Et c'est important qu'on montre cette image-là. Donc, manger des cheesecakes et des ovomaltines de temps en temps, voilà. Parce que souvent aussi, les gens ont tendance à mal interpréter le message après. Voilà. Bien sûr. On ne dit pas qu'il faut manger ça tout le temps, ok, les gars. On dit juste que de temps en temps, vous pouvez vous faire plaisir. Donc, c'est pas un problème à ce niveau-là. J'aimerais partir un peu sur ton développement avec tes athlètes. Donc, tout ce qui tourne autour de l'équipe de rugby. Ce qui est intéressant, c'est que tu entraînes des gens en privé, en face à face, et tu entraînes une équipe. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la différence entre entraîner une équipe, un collectif, et entraîner quelqu'un en face à face et avec ses individualités? Ouais, c'est intéressant comme dynamique. Je pense que déjà, je vais commencer avec le client en privé. C'est l'opportunité de vraiment être extrêmement précis avec ce que tu fais. D'avoir, le client il te paye pour que tu regardes ce qu'ils font pendant toute la séance. Est-ce que ça veut dire que tu dois faire un commentaire sur chaque répétition? Non. Est-ce que ça veut dire que tu dois coacher chaque répétition? Non. Mais ça veut dire que tu es là et que tu regardes et que tu t'assures que sur le long terme, parce que c'est un travail de long terme qu'on fait avec les gens, c'est pas t'as un squat de merde aujourd'hui et après une heure de squat avec toi, ton squat il est parfait. Non, c'est un processus. Et donc c'est juste que nous on est des garde-fous presque, dans le sens où on s'assure que sur le long terme on voit une tendance qui va vers l'amélioration des choses. Et tant qu'on peut s'assurer que ce soit le cas, que c'est le cas, on va dans le bon sens avec nos clients et on peut avoir cette attention vraiment très rapproché avec le client. C'est aussi, à mon avis, le développement d'une relation amicale, professionnelle, avec le ou la cliente est beaucoup plus important dans ce cadre-là, parce qu'on va passer pas mal de temps avec cette personne, des fois seule, avec personne d'autre dans la salle, des fois il y aura d'autres personnes, mais l'interaction est principalement entre ces deux individus-là, du fait que le client te paye pour passer du temps avec eux, et donc je suis un petit peu plus flexible maintenant que je l'étais il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, quand je coachais quelqu'un, même s'il y avait d'autres gens autour, pour moi, ils n'existaient pas. Pour moi, je leur parlais même pas. Ils faisaient une blague, je participais pas nécessairement à l'interaction parce que j'étais avec mon ou ma cliente et c'est ce que je faisais pendant 1 heure. Je suis un poil plus lax là-dessus maintenant, dans le sens où s'il y a des gens, je vais quand même je les regarde dans les yeux et s'il y a quelque chose qui se passe, on va parler parce que ça fait aussi partie de l'interaction et de l'atmosphère qu'il y a dans la salle. Et pour moi, c'est quelque chose de très important que les clients s'y retrouvent au niveau de l'ambiance qu'il y a simplement là où ils effectuent leur travail pour qu'ils veuillent revenir. Parce que c'est super important sur le long terme. Donc il y a cet aspect-là. Et après, pour basculer sur le côté de l'équipe, je dirais que il faut, et dans les deux cas, il faut un plan. Il faut arriver avec un plan, que ce soit en tête ou sur papier, il faut arriver avec un plan. Et après, il faut être prêt à changer ce plan. Et ce plan, il va tout le temps changer. Je crois que j'ai jamais écrit un workout ou un plan une programmation qui a été exécuté exactement comme ça.
Même le premier jour, même le premier workout, il n'a jamais été fait exactement comme je l'ai écrit. Soit c'est moi qui changeais un truc, soit il n'y avait pas la pièce d'équipement disponible, soit ou autre. Mais il faut toujours être prêt à changer, et je pense que c'est pareil avec les gars du rugby. Avec les clients en privé, c'est peut-être un petit peu plus facile de trouver des alternatives à certains exercices. Peut-être qu'on a prévu de faire un certain exercice, une certaine variation de squat, mais que ce n'est pas la variation appropriée pour cette personne à ce moment-là. Donc, il faut qu'on ait une autre idée en tête. Avec les gars du rugby, notamment, c'est plus une histoire de volume. C'est plus une histoire de charge de travail et d'intensité de travail. Notamment dans la pré-saison qu'on est en train de faire maintenant, où je planifie un certain volume de sprint par séance, par exemple, et donc je le quantifie en termes de mètres courus en sens total. Et il y a des fois où il faut que j'ajuste un petit peu vers le bas ou un petit peu vers le haut, suivant ce que je vois et ce que j'entends. C'est ce processus, et ça, c'est beaucoup plus simple de le faire en individuel aussi, d'avoir ce feedback instantané du client qui dit « Ah, j'ai ressenti ça, j'aurais pu en faire encore 2 ou 3 ». Tu as ces indications qui sont assez précises et qui te donnent une idée de où ils en sont au niveau effort et de ce qu'ils pourraient potentiellement faire sur la série d'après ou la répétition d'après. Alors qu'avec l'équipe, il faut regarder les visages, il faut regarder les mecs, comment ils se comportent entre les sprints, par exemple. Est-ce qu'ils se tiennent un petit peu l'ischio? Est-ce qu'il y en a qui bougent un petit peu le pied parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et essayer de lire un petit peu plus les signaux, si tu veux, pour déterminer si ce que toi, tu as planifié pour ce jour-là, c'est approprié ou pas. Et après, ajuster en fonction. Peut-être que tu as planifié un peu trop, il faut faire un peu moins. Peut-être que les mecs, ce jour-là, ils sont vachement bien. Et du coup, tu peux faire tout ce que tu avais planifié au départ, ou voire même un petit peu plus, rajouter un supplément après. Donc, je pense que pour moi, c'est le plus important. Au-delà de tout le reste, c'est avoir un plan qui est solide au départ, et après, être prêt à ajuster ton plan et savoir comment tu vas l'ajuster, si tu dois l'ajuster, pour faire en sorte que la séance se passe comme prévu, qu'il n'y ait pas de blessés, que les mecs en retirent ce que tu espérais, c'est toujours ça. Et à la fin, je demande toujours ce qu'ils ont ressenti comme effort, notamment sur les courses qu'on fait, par exemple, sur le travail de conditionnement, on va dire, d'endurance. Moi, je sais ce que je veux qu'ils me disent à la fin. Je sais que, par exemple, cette semaine, on va passer sur du 7 à 8 sur 10 en termes d'effort. À la fin de la séance de course, je leur dis c'était comment? Si ça tombe dans ces eaux-là, il y aura toujours certains qui seront au-dessus, certains qui te diront 4, mais c'est toujours comme ça. Mais la tendance doit être dans ce sens-là, et donc à partir de là, moi je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. On avance dans le bon sens sur ma planification sur le moyen terme, on va dire. Ce que je trouve intéressant à ce que tu dis, c'est ce que moi je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de choses ou de programme ou de répétition optimale. Et c'est souvent ce que je vois, même avec certains experts, que j'apprécie certains de leurs travaux, ce qu'ils font, mais ce que j'aime pas, c'est ces positions radicales où on dit, voilà, ça c'est le truc optimal à faire. On ne sait pas ce que c'est optimal. Optimal, c'est une zone qui est assez floue, et ça demande pas mal d'essais, de try on and error, pour essayer exactement d'ajuster au fur et à mesure et de voir ce qui correspond, que ça soit au sein d'un travail collectif, un groupe, une équipe d'athlètes, ou alors la personne individuelle. Et ça, c'est un point qui est très intéressant que tu as soulevé et sur lequel je suis tout à fait d'accord avec toi. Un truc que je voulais aborder avec toi, c'était d'aborder la différence entre la différence entre un coach de skill et un préparateur physique. Parce que ça, encore une fois, c'est un truc qui me rend fou sur les réseaux sociaux. Le préparateur physique ou le personal trainer qui fait du travail de skill et le coach de skill qui fait de la préparation physique. Et moi, j'ai l'occasion de travailler avec aussi des équipes et avec des athlètes en privé. Et je vois ce que d'autres coachs font. Encore une fois, ça c'est ma position personnelle. Mais selon moi, chacun doit connaître sa place. Et je veux savoir quel était ton avis par rapport à ça. À mon avis, déjà, dans ce modèle-là, je suis d'accord avec toi. Tout le monde doit avoir sa place. À mon avis, il manque la personne qui est tout en haut de cette pyramide, on va dire, qui, comme un chef d'orchestre, connaît tous les instruments et connaît exactement le déroulement de la pièce qu'il va essayer de mettre en place avec son orchestre. On n'a personne, en tout cas pas à notre niveau, peut-être dans les grands clubs, ils ont ça, une personne qui a assez de compétences au niveau technique, tactique, physique et mental pour pouvoir en gros
superviser, organiser toute la préparation sportive. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est, à mon avis, trop segmenté encore. Il y a cette... Alors, comme tu as dit, il y en a qui mettent le pied là où ils ne devraient peut-être pas. Et il y en a aussi certains qui restent simplement dans leur coin et qui font leur truc sans unifier le tout. Ouais. Donc, tu as les deux exemples. Tu as les coachs, comme tu as dit, les préparateurs physiques qui peut-être font un petit peu trop de travail technique et tactique, alors qu'ils n'ont peut-être pas les compétences pour le faire. Et encore une fois, ce n'est certainement pas leur place de le faire non plus, à moins qu'ils aient communiqué avec les coachs, mais ça, encore une fois, on va un peu plus loin. Et après, les coachs de skills, comme tu as dit, qui se permettent de faire de la préparation physique sans nécessairement avoir les connaissances nécessaires. Alors, je tiens à préciser pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle. Je parle des balles, des drills avec des balles dans les salles de sport. Comme ça, c'est c'est un peu plus direct. Mais c'est un peu, c'est un peu le truc que je vois d'habitude. Et ça, pour moi, c'est du travail technique. Bien sûr, c'est du skill. Ouais. Alors, est-ce que tu dois faire ça dans le weight room ? Selon moi, non. Tu vois, et c'est un peu le problème. Je pense que c'est contre-productif pour tout le monde. Pour l'athlète, pour le préparateur et pour le coach technique. Donc, c'est ça. Surtout s'il n'y a pas de communication. S'il y a une communication optimale entre le préparateur physique et le coach de skills, à mon avis, ça peut se faire. S'il y a un manque peut-être au niveau de l'athlète à ce niveau-là et que le coach de skills communique avec le préparateur physique et dit « Écoute, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus de ça et ça », qui est plus du ressort du technique-tactique, mais fais-le quand même parce que ça va être bénéfique, ça peut être justifié. Mais honnêtement, je ne vois même pas... c'est dur à Non, ça ne devrait pas se passer comme ça parce que la partie physique devrait se focaliser sur le développement physique. Là où on arrive, encore une fois, une zone un petit peu grise, c'est que la préparation physique, si elle est bien faite, elle tend vers le sport en lui-même. Donc, le plus tu deviens spécifique dans ta préparation, et le plus tu avances et le plus tu te rapproches des compétitions, le plus ta préparation physique devrait ressembler au sport en lui-même. Donc, à un moment donné, moi, je vais mettre un ballon dans les mains des gars pour qu'ils fassent leur sprint, parce que, en fin de compte, il faudra qu'ils fassent leur sprint sur un terrain. Ils ne pourront pas le faire avec des pointes sur une piste, avec un coup de départ comme ils le font en athlée. Ce n'est pas le même sport. Il faut que ce soit mis en situation. Donc, il y a cette zone de gris où il y a un chevauchement, si tu veux, de tous ces co-acteurs, si on veut les appeler comme ça, physique, technique, tactique et psychologique, en termes de préparation sportive. Ça se chevauche, si tu veux, mais c'est vraiment important qu'il y ait quand même une distinction, mais une communication optimale entre tous les groupes de staff, on va dire, pour qu'au final, on tire tous dans le même sens. Tu vois ? Effectivement, parce que si moi, je fais 1 heure de prépa physique et puis qu'après, ils font du toucher ou ils font un 7 contre 7 sur grand terrain, les mecs, ils vont déjà être cramés, ça sert à rien qu'ils fassent ça en plus. Tu vois, donc c'est un manque de communication entre les deux. Après, si moi, je leur dis... et on commence à avoir ces discussions, ça fait 1 année que je bosse avec le club et on commence à avoir des conversations genre où moi je parle par exemple de charge de travail en mêlée, de charge de travail en saut pour les touches. Est-ce qu'on en fait assez pendant les entraînements ? Est-ce qu'on devrait en faire un petit peu plus ? Donc là je parle côté physique dans un contexte technique et tactique. Donc, mais c'est des conversations qui sont très intéressantes à avoir. Mais comme tu as dit, non, pour revenir à ton point initial, donc faire du travail de skills dans une salle de fitness, à mon avis, le travail préparatoire physique, à la base, c'est développer les rendus maximaux au niveau physique. Que ce soit vitesse, force, puissance, endurance, il faut les développer de manière optimale et maximale pour qu'ensuite, tous nos efforts qui sont sous-maximaux sur le terrain puissent devenir plus faciles, déjà de 1. Donc ça veut dire que techniquement, en travaillant de la vitesse pure, tu peux améliorer ton endurance. Parce que, disons que tu as une vitesse max de 8 mètres secondes, et que la vitesse moyenne de jeu sur un terrain, c'est 6,5, okay ? Ou on va dire 6 mètres secondes pour faire plus simple. Et pour prendre des chiffres simples, on va dire que c'est un progrès qui est faut pas l'espérer autant que ça, de passer de 8 mètres secondes à 10 mètres secondes en sprint, parce que c'est énorme. Mais disons que tu fais l'entraînement en vitesse et tu passes de 8 mètres secondes à 10 mètres secondes en Vmax. Et ben, avant, c'était 75% de ton max, le jeu à 6 mètres secondes, ça devient tout de suite un 60%. Ce qui change énormément au niveau de l'effort que tu dois produire. Donc, à mon avis, la préparation physique devrait se concentrer principalement là-dessus. C'est développer ces rendus maximaux pour rendre la vie du joueur plus facile. Et ensuite, bien sûr, développer les compétences physiques spécifiques qui sont requises dans le sport. Et encore une fois, ça tend vers le sport en lui-même. Et donc, ça tend vers le chevauchement de ces aspects techniques, tactiques et physiques,
mais ça doit être fait de manière très réfléchie et de concert avec les autres personnes du staff, à mon avis. Non, je suis 100% d'accord avec toi et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec toi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous éduquer un peu sur quels sont selon toi les critères ou les qualités qu'un athlète, tout sport confondu, ou plutôt sport de terrain, foot, rugby, etc., devrait développer? Ouais. Alors je pense, rien qu'au niveau des rendus physiques, on va parler, pour moi, si on veut le spectre force-vitesse, non, c'est pas le spectre force-vitesse nécessairement, je vais le recadrer différemment. J'essaye, la façon la plus simple que j'ai trouvé pour, on va dire, décrire la préparation physique, c'est de la découper en différentes qualités qu'on va travailler. Donc par exemple, pour les gars du rugby, je la sépare il y a la vitesse, qui est donc l'aspect le plus rapide, on va dire, bien sûr, de ce qu'ils vont faire. Juste en dessous de ça, il va y avoir tout ce qu'il y a au niveau pliométrie, au niveau saut. Donc là, si on compare au sprint, on a des temps de contact au sol qui sont plus grands, plus longs, pardon. On a aussi les forces produites, après ça dépend du type de saut, mais en tout cas des temps de contact plus longs. Et la vitesse de mouvement n'est pas aussi grande qu'un sprint. Après tout ce qui est saut, on a tout ce qui est force balistique. Donc on peut penser peut-être au lever d'haltérophilie, les choses comme ça, des squats sautés avec une barre, des choses comme ça. Après, si on descend encore d'un cran, on a la force absolue, donc un squat qui est lourd, un deadlift qui est lourd, un bench press. Après, on a tout le travail accessoire et secondaire. Pour les rugbyman notamment, ça va être beaucoup axé au niveau de la sangle abdominale, du bas du dos, la nuque, les épaules, les chevilles, qui sont tous des éléments importants pour eux. Et après ça, on a le travail d'endurance, de conditionnement, si on veut. Et au final, on a aussi cet aspect de combat, donc de contact du rugby qui ne se retrouve pas nécessairement dans tous les autres aspects, dans tous les autres sports. Effectivement. C'est pas... Il y a d'autres qualités physiques. On parle de mobilité, on parle de coordination, on parle de ces choses-là également. Mais en termes de rendu moteur, si on veut, pour moi, c'est comme ça que j'arrive au mieux à classifier les choses et ensuite à dire, OK, maintenant, il faut que je travaille cet aspect-là, cet aspect-là et cet aspect-là. Et c'est peut-être pas 100% correct, mais pour moi, ça simplifie assez sans trop simplifier, ce qui permet de quand même avoir un travail qui est productif au final. Et ce qui est intéressant au final, c'est que tu retrouves les mêmes qualités presque à quelques détails près pour tous les sports confondus. Donc c'est une approche, ce que je dis souvent, c'est que c'est une approche générale. Ouais. Donc il va avoir place, encore une fois, à la spécificité à certains moments, comme tu l'as dit. Et encore une fois, c'est mis sous certains critères, selon moi en tout cas. Mais après, nous, ce qu'on cherche à développer, c'est ta capacité à exprimer ton sport avec un potentiel plus élevé. Et c'est un peu ce qu'on entraîne nous en tant que préparateur physique ou traîneur quand on entraîne en one-on-one. Donc c'est un peu, on est d'accord là-dessus. Ouais. C'est super intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu penses, parce que j'entends encore des coachs de skills dire que leurs athlètes ne doivent pas faire de la force, ne doivent pas faire des exercices de résistance. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Je leur répondrais... Déjà, ça dépend. Ça dépend, c'est vrai. Ça dépend de l'athlète. C'est vrai. C'est vrai qu'il y aura des athlètes, mais ce sera certainement des athlètes de très haut niveau qui ne bénéficieront pas nécessairement de travail de renforcement musculaire pur et dur. Je veux dire, tu prends surtout des mecs qui sont vraiment à la pointe de ce qu'ils font. Tu prends un LeBron James, tu prends certains quarterbacks dans la NFL. Et on se moque généralement des entraînements qu'on voit d'eux sur les réseaux sociaux. Mais ces gars-là, ils sont déjà à la pointe de la pointe. Okay, c'est les meilleurs joueurs du monde dans leur sport. Ouais. Alors, pour moi, ces personnes-là, très certainement, on ne devrait pas nécessairement les charger plus. Parce qu'ils sont déjà à la pointe. Quand tu es déjà à la pointe, est-ce que tu veux devenir encore meilleur? Absolument. Est-ce qu'il y a plus de risques de redescendre d'un cran que de monter d'encore un cran? Absolument aussi. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, je pense que dans un contexte de performance de très, très haut niveau, il peut y avoir cet argument de, en gros, on va juste faire les trucs qu'ils aiment bien et qu'on sait qu'ils ne vont pas les casser pour qu'ils maintiennent leur forme optimale
pour s'exprimer dans leur sport. Parce qu'au final, on le sait très bien, toi et moi, qu'un squat ne va avoir aucun impact direct sur un basketteur ou un rugbyman, je dirais. Ça dépend, parce que c'est vrai que par exemple, quelqu'un qui est en première ligne d'une mêlée, il va bénéficier d'avoir 20 ou 30 kilos sur son back squat. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est pas nécessairement un back squat, ça peut être un leg press, on est d'accord. Mais ils vont bénéficier de cette force supplémentaire au niveau absolu. Après, pour les autres, à mon avis, la grande majorité des athlètes peuvent bénéficier d'un travail de renforcement simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être super long, ça n'a pas besoin d'être super lourd tout le temps, mais rien qu'au niveau structurel, parce qu'on sait que le corps s'adapte aux charges qu'on lui impose. Et comme toi, tu le travailles au niveau articulaire, au niveau très très précis, que ce soit avec de la réathlétisation ou du renforcement pur, c'est les mêmes principes qu'on applique au corps en travail de renforcement musculaire. Et donc, toutes ces structures qu'on utilise au quotidien dans la vie ou dans le sport peuvent bénéficier d'être plus robustes. On parle des muscles, on parle des tissus connecteurs comme les tendons, les ligaments, etc. On parle des os aussi, parce que les os sont impactés directement par les tendons, les ligaments et les muscles aussi. Et donc, le travail de renforcement va impacter ta structure de manière directe. Et qui ne voudrait pas avoir une structure plus robuste pour prévenir certaines blessures, pour exprimer son potentiel physique de manière plus complète. Donc, pour moi, c'est clair que la majorité des individus peuvent bénéficier de ce travail-là. Mais après, encore une fois, il faut toujours prendre le contexte en ligne de compte, en considération, et faire les choses juste pour la personne à ce moment-là. Parce que, comme tu as dit, comme avant, je donnais une barre à tous les gens qui venaient travailler avec moi. Je le fais plus du tout de cette façon-là, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont déjà les compétences techniques, mais aussi les qualités physiques requises pour pouvoir faire un exercice comme ça d'emblée très très bien. Donc il faut faire la part des choses, mais de manière générale, je dirais que la majorité des athlètes peuvent bénéficier de travail de renforcement, c'est clair. Non, 100%, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et je dirais que même que la majorité des personnes en général en bénéficierait. Après, c'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas de recette toute faite dans l'entraînement de résistance, mais tout le monde, en tout cas personnellement, je fais ça avec quasi tous mes athlètes. Non, c'est gentil. Tout simplement pour les raisons que tu as mentionnées, déjà au niveau structurel, et aussi au niveau cette expression de force qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'exprimer. Alors, ils vont l'exprimer mieux dans un contexte, mais c'est vrai que si tu n'as jamais entraîné cet aspect-là en salle, tu n'as jamais appris à créer une pression intra-abdominale avant d'exercer un effort maximum ou de pousser au maximum avec tes jambes, c'est toujours important d'avoir un ressenti. Et c'est ce que je dis, c'est qu'une fois que tu as ce ressenti, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas l'exprimer dans un contexte différent, tu vas savoir le faire. Et dans le monde du coaching, moi, ce que j'apprécie énormément quand je coach, en tout cas, je suis quelqu'un de très tactile. Parce que quand tu as un feedback tactile, eh bien, tu arrives déjà à te repositionner dans l'espace, tu arrives à comprendre un peu mieux ce que tu cherches à faire. Et des fois, il suffit d'un feedback tactile une fois et tu as compris le truc. Et c'est un peu le même truc, le même processus de pensée, si tu veux, que moi j'utilise avec mes athlètes en disant voilà ce qu'on cherche à développer ici. Pareil avec le contact avec le sol. Si tu n'as jamais appris à diminuer le contact avec le sol, tu sais pas ce que c'est. Mais quand tu le fais, tout d'un coup, tu as une sensation où tu flottes presque dans l'air et c'est nouveau. Et puis quand tu vas courir, tu commences à sentir cet effet-là élastique, etc. etc. Donc c'est vrai que je pense que c'est là où il y a un transfert direct. Mais comme tu l'as dit, où on veut pas se perdre, c'est que rajouter des kilos à ton back squat ou à ton snatch ou à ton clean, c'est pas ça qui va te rendre un meilleur joueur de basket ou joueur de foot, etc. Et ça, encore une fois, c'est un autre problème que je rencontre tous les jours, qu'on voit, tu vois. Et souvent, on parlait de ça la dernière fois, mais les levées olympiques pour les athlètes de haut niveau. Je trouve qu'il est, pour moi, qui est contre-productif. Parce que ça requiert tellement, toi qui as fait de l'haltérophilie, donc tu pourras me guider un peu plus, il y a tellement d'aspects techniques, ça prend tellement de temps à maîtriser cet aspect technique, qu'au final, si tu veux faire de l'expression ou du développement de force, tu vas pas pouvoir le faire parce que ton aspect technique va te limiter sur ton expression maximale de force. C'est clair. Alors, pour moi, donner une barre à un athlète pour lui faire faire des cleans ou des snatchs, pour moi, c'est contre-productif. Tu vois. Donc, je ne sais pas quel est ton avis par rapport à ça. De manière absolue, oui, je suis d'accord avec toi. Et l'ayant pratiqué pendant près de 2 ans, je l'utilise
quasiment pas, je l'utilise pas avec mes athlètes. Des fois, j'utilise un clean pull ou quelque chose, même depuis les blocs peut-être, certains segments des levées qui peuvent être beaucoup plus simples à apprendre et beaucoup plus simples à exécuter et en retirer quand même quelque chose d'intéressant au niveau du rendu qu'on retrouve. Mais comme tu as dit, les demandes, le ticket d'entrée pour utiliser ces levées-là est tellement cher au niveau temps, investissement de temps et technique, que c'est quasiment impossible à justifier avec des gens qui ne savent pas les faire. Là où je pense que ça peut être applicable, c'est dans un contexte où tu as peut-être une équipe qui en a fait pendant très longtemps déjà et qui sont compétents dans ces levées-là. Et peut-être que ça fait partie de la culture du club. Je le vois notamment aux États-Unis dans certaines écoles où les gamins, ils ont grandi en apprenant ces levées-là et ils ont eu la chance d'avoir un coach qui était très compétent. Et donc, ils ont la capacité de faire ça dans un contexte de préparation physique qui peut leur être bénéfique. 100%. Mais encore une fois, est-ce qu'ils devraient exécuter les levées en plein, donc partir du sol et finir au-dessus de la tête? Très très rarement. À mon avis, tu peux retirer 80, 90%, certainement 100% presque 100% des bénéfices, des levées en particulier, sans aller jusqu'au bout du truc, en utilisant certains segments qui peuvent, parce qu'après ça te limite pas non plus au niveau de tes poignets, au niveau de la musculature du haut du corps, ça limite le risque de blessure aussi. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à se faire de ce côté-là, mais en contrepartie, il y a aussi le fait que tu peux faire énormément de choses qui t'apporteront les mêmes rendus physiques ou moteurs, on va dire, sans avoir besoin d'autant de travail technique. Et sans le risque également. Donc, c'est intéressant. Ouais, je pense, ouais. Non, c'est super intéressant. Après, c'est vrai que pour revenir sur le côté athlétique, quand tu regardes les athlètes de track and field, ils font énormément de renforcement musculaire, ils font énormément de levées olympiques également parce qu'ils ont été drillés à faire ça, Et c'est vrai qu'ils le disent. Enfin, tu vois, ils ont quand même. Après, c'est différent d'un sport collectif, mais ils sentent quand même le transfert sur leur sport. C'est-à-dire qu'ils vont dire, quand on fait notre préparation physique à la salle, eh bien, on sent le transfert sur notre sprint. Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont où ils sont. C'est parce qu'ils croient à ce qu'ils font. Et ça, je pense, c'est un aspect qu'on ne relève pas assez souvent, c'est do you trust the process? Est-ce que tu fais confiance aux choses que tu fais tous les jours? Est-ce que tu penses véritablement pour toi-même? Est-ce que ça va te faire avancer? Et je pense que ces gens-là, tu leur donnes des levées olympiques, et ils le font très bien et ils évoluent avec et ils sentent qu'il y a un certain transfert, mais ils n'ont pas non plus fait une étude avec eux-mêmes où ils ont enlevé les levées pendant 2 mois, ils ont fait autre chose et ils ont vu les résultats d'une méthode autre. Mais après, en fin de compte, si ça marche pour eux, ça joue, quoi. Ok, nice. Ouais, non, c'est vrai que de toute façon, c'est un transfert qui est... c'est vrai que si tu n'as pas questionné ton processus jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est là où tu sais pas si d'autres méthodes fonctionnent après tout. Donc ça à 100%. Et du coup, j'aimerais clôturer ce magnifique podcast avec une question. Si tu pouvais passer une soirée avec une personne, célèbre ou non, vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi? C'est la question Special K-Swiss Show. Ouais, j'aime beaucoup. Je l'ai entendu sur d'autres podcasts, mais honnêtement, j'y ai jamais pensé. Donc, il faut que tu me donnes quelques secondes pour y réfléchir. Vivante ou non? Peut-être un modèle qui t'inspire, quelqu'un qui... Je pense que ce serait Carl Jung, le psychanalyste. Ah, ok. Carl Jung, bien sûr. J'ai beaucoup entendu parler à travers Jordan Peterson. Voilà. Et qui était suisse d'ailleurs, Carl Jung. Carl Jung, c'est suisse, exactement. Et qui a une façon de penser et de voir les choses qui est unique, à mon avis, que j'ai retrouvé nulle part d'autre. Je sais que c'était un des élèves de Freud notamment, donc il a beaucoup tiré de lui et qu'il a après approfondi un petit peu ce que Freud a fait, mais à sa propre manière. J'ai pas lu Freud assez pour te dire si je suis aussi, on va dire, attiré par ce courant-là que par Jung lui-même, mais Jung a eu un impact très très important sur ma façon de voir les choses en général. Et un être très très intéressant, donc s'il y avait une personne, je pense que ce serait lui.
Intéressant. Je vais essayer de me pencher un peu plus dessus. C'est vrai que justement à travers Jordan Peterson, c'est là où je me suis dit j'aimerais me pencher dessus, mais ça a l'air assez complexe. Donc j'ai pas pris le temps encore de faire ça. Ouais. Sean, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton expertise et ta passion. Continue à inspirer les gens. Et je sais qu'il y a plusieurs coachs qui... je leur invite d'ores et déjà à réécouter ce podcast parce que tu as partagé beaucoup d'informations. Et merci de faire ce travail que tu fais, qui est pas facile, qui demande beaucoup d'investissement. Et voilà, j'espère qu'on aura d'autres podcasts. On a plein de trucs à aborder encore. Bien sûr. Donc voilà, faites attention aux gars qui vous font faire des trucs sur les boss du ball. Sean, où est-ce qu'on peut te retrouver? On me trouve un petit peu partout, mais principalement sur Instagram, Upside Strength. C'est le nom de mon entreprise de coaching. Et sur YouTube aussi, sous le même nom. Voilà, allez checker ses vidéos sur YouTube, c'est top. Instagram en français, en anglais. Et abonnez-vous à son podcast Upside Strength. Sean, merci encore. Merci à toi, Kevin.